Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs de Mandé TV. Bienvenue sur notre émission Entretien Brut. Entretien Brut, nous voulons passer en revue l'actualité malienne et également faire un coup de projecteur sur le Mali, savoir qu'est-ce qui se passe et faire un décryptage de l'actualité malienne actuellement. Et pour ce faire, j'ai des invités, des collègues qui vont venir décrypter l'actualité avec moi. Notre premier invité est M. Moussa Oulé Traoré. Il est journaliste et correspondant de Média Guinée au Mali. M. Traoré, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tout le plaisir pour venir décrypter un petit peu l'actualité sur ce plateau. Oui. Vous êtes fin prêt? Oui, on est ensemble. Notre deuxième invité est M. Idrissa Keïta, journaliste, consultant, spécialiste de l'actualité du Mali, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Keïta, bienvenue sur le plateau de Mandé TV. Bonsoir madame. Ça va? Dieu merci. Prêt pour le décryptage? On y est. Alors, chers téléspectateurs de Mandé TV, nous avons juste pour thème assez simplement que cela, l'actualité et le Mali. C'est parti. Alors, chers collègues, vous êtes là, vous êtes fin prêt, on est au taquet en tant que journaliste et tout, on voit tout ce qui se passe au niveau de notre presse papier, écrite, journaux, ça parle, ça décrypte aussi beaucoup. Je pense qu'on a des mots à dire. Récemment, on a vu le remaniement ministériel, des entrées, des sorties, on va dire le nouveau gouvernement. Que doivent attendre les Maliens par rapport à ce nouveau gouvernement? Tout d'abord, je tenais à remercier l'équipe de Mandé TV. Spectateur, je l'ai été longtemps. Acteur, je le suis maintenant et je le prends. Je remercie votre équipe. Merci à vous. Et je salue enfin la diversité du plateau. Mon confrère en face qui vient de Conakry, moi aussi qui viens d'Abidjan, vous qui êtes ici à Bamako. Donc une diversité qui donne une pluralité d'informations. Pour en venir au gouvernement, c'est une tradition. Après une élection, notamment une élection majeure, comme le référendum, un remaniement s'impose. Encore que la question du remaniement en soi était là depuis plus d'une année. Depuis plus d'une année, la question du remaniement, notamment même le Premier ministre reconduit, le docteur Choguel Maïga, était d'actualité. Mais pour énormément de raisons, d'abord il était malade. Quand il avait même eu un intérim déjà, on parlait de son départ. Certains l'avaient quasiment enterré. Quand il est revenu et qu'il avait commencé à se manifester auprès des hautes autorités, une opinion aurait aimé que ces autorités-là ne lui accordent pas leur confiance. Et même quand il a repris fonction, il était quand même un peu calme pendant une période. Certains se sont dit qu'il est fini, que vraiment il faut qu'on le mette. On a toujours voulu qu'il soit mis de côté. Bon, d'autre part aussi, son équipe a quand même fait 24 mois. Je crois qu'après 24 mois, on a le temps de voir qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Et on a vraiment donc là le temps de remercier l'équipe. Encore que, pendant une élection, chacun doit donner du sien. Qui étaient dans le gouvernement, qui étaient très proches du Premier ministre. Donc il faut les enlever. Est-ce que c'était ça, la vérité? On ne sait jamais. Mais aussi, pourquoi pas, on n'allait pas procéder à un changement de poste si le gouvernement là travaille très bien. Parce que si vous conduisez un Premier ministre, cela veut dire que le gouvernement est bien. Donc c'est le capitaine de l'équipe. Donc on n'a plus besoin de changer le tel nombre de ministres pour ce gouvernement. Et d'autant plus aussi, le président, après le changement, il a appelé les ministres remerciés et il les a moralisés. Mais pourquoi c'est là? Vous enlevez quelqu'un et vous dites que non, c'est pas fini, tout ça là, la vie continue. Mais en tout cas, je ne comprends pas la diplomatie du président Assimi à ce niveau. Moi, en tout cas, moi, je ne m'attends pas grande chose. Et est-ce que le gouvernement là a bien travaillé? Puisqu'il fallait donner au peuple. Parce que tout ce que moi je veux savoir, c'est que le peuple doit être au courant de ce qui s'est passé réellement et pourquoi ce ministre a été changé, qu'est-ce qu'il a fait dans son département pendant 24 mois ou bien pendant son règne, et qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Puisque dans un ministère, ce n'est pas le ministre seulement qui travaille, il y a les techniciens qui sont au ministère. Donc, vouloir changer chaque fois le ministre, pourquoi pas, on n'allait pas faire comme alpha à alpha, donc changer ça, parce que dans le gouvernement d'alpha, peut-être justement, on a compris que cette formule-là ne marche plus.
Et il faut aussi dire que personne n'est vraiment indispensable, n'est vraiment... il faut justement changer pour... Mais est-ce qu'on est en train de partir à comment dirais-je, une récompense politique? Là aussi, la question là, puisque moi, je ne vois pas... C'est une analyse que vous pouvez pourtant faire. Voilà, donc, est-ce que ce n'est pas une récompense, puisque dans la formation du premier gouvernement, comme mon ami le décrit chaque fois, Choguel 1, donc maintenant, nous sommes à Choguel 2. Maintenant, Choguel 1, qu'est-ce qui a marché dans le gouvernement? Est-ce qu'il y avait des ministres... Est-ce que le ministre était noté, comme on est en train de faire actuellement en Guinée? Il faut aller sur la base des notes des ministres, le contrat de performance, donner le contrat de performance à des ministres et au cours d'une année bien précise. Et si un ministre n'arrive pas à remplir ce contrat, donc automatiquement il va démissionner ou bien il doit être remercié. Mais cela n'a pas été fait et on n'a pas compris pourquoi ce changement, puisque jusqu'à présent, les Maliens ignorent actuellement d'abord les performances de ces ministres, parce que tout le temps nous sommes accrochés à nos postes téléviseurs pour voir réellement est-ce que le gouvernement contre la France et tout ça là. Mais on a oublié l'actualité principale du Mali, les performances même des ministres. Donc on a tendance à... Mais si vous changez, même si vous regardez actuellement, ça n'a même pas fait écho dans la cité, puisque les Maliens ne se soucient plus des changements des ministres et autres. Tout ce que nous préoccupons actuellement, c'est la sécurité du Mali. Bon, moi, je prends le contre-pied de mon collègue. Ça a réellement fait écho, hein. Parce que d'abord, c'est tombé... Ça a été une surprise. À telle enseigne même que certains ministres ont été surpris de savoir qu'ils ont été remerciés. Sinon, les tractations au niveau du gouvernement étaient bien là. Et je peux même dire certaines choses. Il faut savoir que depuis le mois d'avril et de mai, le gouvernement, en tout cas les tenants du pouvoir, avaient commencé les consultations. Comme on le dit, envoyez vos CV. Mais pourtant, on a bien dit que c'était vraiment un secret de polichinelle. Hein. C'était vraiment cette fois-ci très serré. Oui, l'annonce, elle. On n'a pas eu... L'annonce, elle. Mais pas le remaniement, lui. En fait, le remaniement, en réalité, lui, il n'est pas une surprise. Mais c'est juste que se retrouver cadre et être appelé pour apprendre une formation comme tout le monde, parfois c'est frustrant, on tombe des nues. Sinon, depuis plus de 3 mois, les démarches avaient commencé. Hein. Mais à l'époque, toutes les sensibilités et tendances approchées disaient qu'elles ne voulaient pas du Premier ministre Choguel Maïga. À telle enseigne que le sort du gouvernement était bloqué à l'avenir du docteur Choguel Maïga. Mais de par son expérience et de par son bilan, qui, quoi qu'on dise, plaide un peu pour lui, parce que ce qu'on va retenir plus de lui, son bilan, sur la forme, mais pas le fond, les détails, c'est qu'il a été quand même celui qui a boosté comment dirais-je, la France hors du Mali, à travers son fameux discours aux Nations Unies. Mais qu'est-ce que je veux dire? Il y a eu des approches, des CV ont été déposés ou allaient être déposés, mais quand on a dit que Choguel sera là, ils étaient réticents. Donc les militaires, les 5 mousquetaires, les 5 colonels, ont eux-mêmes à dire au PM, s'il te plaît, rends le tablier. Mais il a réussi à les convaincre que 2 ans plus tard, on n'a pas besoin de la démission de tout un gouvernement. Ils n'ont qu'à observer de près, cibler ceux-là qui seraient moins bons pour pouvoir les remercier. Donc c'est même le PM qui a proposé une idée de réaménagement. Et là, je parle de depuis le mois de mai. Et comme il y avait aussi ce référendum qui venait, évidemment, il a dit que faire un remaniement maintenant, ça va casser l'élan de la campagne référendaire. Donc de maintenir chacun sur place pour que la dynamique soit entretenue et en même temps, à travers aussi les mobilisations, le comportement, l'attitude des uns et des autres, ça pourra être des indicateurs. Mais la politique étant ce qu'elle est, c'est que le PM ne savait pas que, même si lui, il allait rester, mais son équipe, ses éléments, eux, allaient être remerciés. Et enfin, pour clore, je pense que le président a quand même bien fait de recevoir les ministres remerciés. Historiquement, depuis que nous suivons la politique, depuis que nous connaissons la politique, on n'a jamais vu ça. Et quand on parle d'excellence, on parle de mérite. N'oubliez pas que quand les ministres partent, quand ils font la passation, ils disent toujours « Je remercie le chef de l'État de m'avoir permis de servir à ce niveau de la nation. » Je crois que quand même, quand on a servi à ce niveau de la nation, l'employeur qui te dit merci peut aussi te voir et te remercier. Parce que durant ton époque, qu'elle ait été bonne ou mauvaise,
tu as quand même apporté ta pierre. Et enfin, j'aimerais dire que cette rencontre aussi, il ne faut pas que les gens oublient. Il y a des remaniements, des ministres vont, mais après certains rebondissent. Suivons de près les nominations à venir. C'est ce que je voulais dire. Exactement. Mais là, on remarque que Choguel ne pèse pas très lourd sur la balance. Est-ce que vous pensez qu'il y aura grand changement par rapport à Choguel 2, le gouvernement numéro 2? Oui, Choguel se sent menacé, c'est selon ce que j'ai appris, puisque vous savez, servir les militaires, c'est pas facile. C'est des gens qui sont très pragmatiques et qui ne sont pas politiques et qui voient toujours les choses de façon réelle. Donc il faut, quand vous êtes avec les militaires, il faut adopter le comportement des militaires. Choguel est un technocrate et c'est un cadre de haut niveau. Ce n'est pas un secret de polichinelle pour les Maliens. Choguel est un cadre. Mais est-ce que la politique que Choguel mène sous l'édition, est-ce que c'est cette politique-là? Et qu'est-ce qu'on est en train de dire à Assimi, à Koulibaly là-bas sur Choguel? Puisque aujourd'hui, on a tendance à croire qu'il y a des personnes qui font à la une au Mali. Tantôt, il y a des fans du président Assimi, donc avec son silence. Et là, d'abord, comment dirais-je, l'éclairé, comme on aime le dire, Choguel Kogala Maïga, qui est d'abord une tête pensante de ce gouvernement. Je pensais que l'éclairé, c'était le leader. Oh oui, l'éclairé. C'est la même équipe. C'est la même équipe. L'éclairé Premier ministre Choguel Kogala Maïga. Mais aujourd'hui, on peut dire que est-ce que Choguel n'est pas en train de... Parce que si vous regardez lors de la salutation de la fête de Tabaski, Choguel a profité de faire l'éclairage sur les régimes au Mali, l'historique. Elle a répertorié le régime du premier président jusqu'à Assimi Goïta. Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais si vous regardez très bien, c'est une communication très politique. Parce que Choguel, d'abord, non seulement il a fait l'éloge du régime Moussa Traoré. D'abord, lui-même, il appartenait à ce régime pendant plus de 2 ans. Il a dit, il est le fruit de ce régime. Il a toujours mené la campagne ou bien essayé de dédouaner le régime de Moussa Traoré. Il a toujours de le réhabiliter. Maintenant, quelle est la politique cachée de Choguel Kogala Maïga? On m'a dit. On va essayer de dire, est-ce que c'est la politique d'Assimi? Parce que Assimi était militaire et Moussa Traoré était militaire. On va dire que, est-ce que, d'une part, on n'est pas en train de dire entre les 5 colonels qu'on a fait du tort à Moussa Traoré. C'est ce que Choguel Kogala Maïga est en train de faire sortir et éveiller les consciences des Maliens qui pensaient que Moussa Traoré était un sanguinaire, était ceci, cela. Mais Choguel est en train de dire aussi que malgré Moussa Traoré s'est éternisé au pouvoir, mais il a été d'une part trahi par la France. Maintenant, du côté français, le côté sentiment anti-français donc favorise la politique de Choguel Kogala Maïga. Donc il est revenu en force. Maintenant, quand on a vu cela, on voit que Choguel, il est en train de se faire des noms, il est en train de se faire la popularité. Est-ce que Choguel n'est pas en train de se préparer pour des échéances politiques? Du fait aussi qu'il a perdu des cartes quand même dans le jeu, est-ce que ça ne pourra pas faire en sorte qu'il soit un petit peu moins... qu'il ait moins de poids dans ce gouvernement et dans la politique dans les semaines et mois à venir. C'est une évidence, hein, c'est une évidence, Madame Fadima. Vous savez, le PM a été mis en minorité. Et d'ailleurs, je vais même vous confier que c'est quelque chose que le M5 a très mal digéré. Le M5 a même tenu une réunion extraordinaire sur la question. Et le M5 a même rencontré le Premier ministre pour savoir désormais quelle est l'attitude à adopter après cette humiliation. Parce qu'évidemment, en voulant faire trop de bruit, on dira que mais quand même le Mali ne se limite pas à vous. Mais vu que quand même, étant les alliés, parce qu'on se souvient qu'en 2021, le président de la transition disait que c'est le M5 qui aura la primature. Mais vraiment, le M5 ne savait pas qu'à la fin du film, il sera débarqué. Encore qu'on le sait, il y a quand même quelques ministres ça et là qui, on va dire, eux quand même, leur départ a surpris. Maintenant, chacun a son appréciation. Moi, par exemple, je peux te parler de la ministre de la Santé, qui quand même avait fait assez de bonnes choses. À travers elle, par exemple, les pensions étaient payées à travers le mobile money. Comment dirais-je, les caisses de sécurité sociale n'utilisaient plus du liquide. La ministre de l'Éducation, par exemple. Il y a aussi elle que les citoyens, ça a beaucoup voilà. sur les réseaux sociaux où ils n'approuvaient pas du tout
du fait qu'elle ne soit pas reconduite. Elle, par contre, particulièrement, qu'est-ce que je peux dire? Les réformes anti-fraude, le verrouillage, la moralisation même du secteur de l'éducation, là, elle avait réussi. Mais le seul souci, elle a plus mis ça en avant, la lutte contre la fraude aussi, que la scolarisation à grande masse. Qu'est-ce que je veux dire? En 3 ans de transition et en 2 ans au ministère, le DF sous elle, par exemple, puisque c'est l'examen qui vient de sortir au moment de notre débat, n'a jamais atteint les 50%. Ça n'a jamais atteint les 50%. C'est vrai, officiellement, il faut défendre le taux de réussite. Il faut lui l'afficher. Mais quand le taux de réussite est en deçà de la moyenne, il faut insister sur le taux d'échec. Il faut aussi faire une communication sur ça. Et je parle aussi d'un autre cas, ces zones-là du centre, certaines zones reculées, où on a quand même des enfants, ça et là, qui finalement n'ont pas pu être récupérés durant son mandat, et finalement se sont retrouvés en déperdition par des tentations, et même ont renfloué les rangs des écoles coraniques. Mais si ce n'est pas ça qui, pour moi, a provoqué sa chute, pour ce qui est des réformes, des restrictions de la moralisation pendant les examens et au niveau du département et des CAP et autres, je pense que là, ça a été bon. Par exemple, il y a le ministre de l'Action humanitaire, l'imam Diarra. Son départ m'a surpris, mais je me réfère à ce que je sais. Je peux ne pas savoir tout aussi. Mais, par exemple, la guerre contre la laïcité, il a carrément pris position pour lui, ouvertement, et il a dit que la laïcité n'est pas un tabou, n'est pas un souci. La cohabitation peut se faire avec diversité de religions. Mais, et puis son ministère même... Mais là, en ce moment, ce n'était pas le manteau de l'imam qu'il avait, hein, il avait le manteau du politicien. Oui, mais seulement que... N'oublie pas aussi qu'il a été proposé par l'imam Diko, qui justement, n'oublie pas ce facteur-là aussi. Oui, mais justement, mais la question est que l'imam l'a proposé, mais lui, il n'a pas défendu la ligne de l'imam, contrairement à un certain Ndunga, qui lui est chargé de mission à la primature, qui a été proposé par l'imam, dont les soutiens de la transition comme le CDM, Collectif pour la défense des militaires, veut la tête, veut même l'abrogation de son décret. Donc c'est pour dire que le contexte actuel, le remaniement il a été fait, on a une nouvelle équipe qui est là, mais ne nous trompons pas, hein, cette équipe ne pourra pas faire ce que les autres n'ont pas fait en 2 ans. Elle est là pour organiser les élections. Mais ce que moi je ne comprends pas dans ce gouvernement, depuis plus de 2 ans, et qu'est-ce que ce gouvernement a montré aux Maliens? Secteur par secteur, département par département. Qu'est-ce qu'on nous dit? La défense. Parce que chaque fois, on est en train de nous chanter, on est en train de nous montrer ce que la défense est en train de faire. Le Mali a acheté des armements par-ci, par-là. Le Mali est maintenant le pays le plus équipé, ou bien le mieux équipé de la sous-région. L'armée monte en puissance, d'autant plus que depuis plus de 10 ans, l'armée n'a pas libéré d'abord, comment dirais-je, 50 km au Mali. Pour quitter ici pour aller à Ségou, à 50 km, vous êtes attaqué par les terroristes. Et en quittant ici pour aller dans la seule voie sur ici à Bamako, c'est la route de la Guinée, donc à Kouré-Malé à 130 km où vous pouvez aller facilement et revenir. Sinon vers Ségou, vers Sikasso et vers le Kourgoro, maintenant vous êtes... Même la route de Kouré-Malé, donc maintenant c'est pour vous dire... Il n'y a qu'une seule ministre, il n'y a qu'un seul département, la ministre de Transport. Je ne sais pas si c'est Dina Sissoko. Oui, Madame Dambélé. Madame Dambélé, Dina Sissoko. Elle, d'abord, elle a quand même travaillé pendant une année. Elle a fait de telle sorte que la représentante, parce que le port autonome de Conakry n'était pas représenté ici, c'est grâce à ses efforts. Et le port autonome est maintenant opérationnel. Et il y a des cadres de concertation aussi qui sont créés. Elle est tout le temps en mission en Guinée. Et les Guinéens aussi sont tout le temps ici, maintenant pour créer, comment dirais-je, une équipe commune. Donc pour essayer de se développer ensemble. Et je vois aussi que je viens de me voir avec le représentant du port autonome de Conakry aujourd'hui qui m'a dit qu'il y a une très grande avancée. Mais il y a aussi des reculs puisque aujourd'hui toutes les commandes du Mali, niveau gouvernemental, proviennent maintenant du port autonome de Conakry. N'oubliez pas ça. Et le Burkina aussi est en train d'emboîter le pas du Mali. Donc ce département, le ministre des Transports, est en train de faire des grands efforts et ça me tonnerait parce que si, quand j'ai regardé le remaniement, je vous ai demandé est-ce que le ministre a acheté, vous dites que non, elle est là. Effectivement. Non, mais vous savez, la réussite. Il y a plus d'espoir avec le gouvernement
par rapport au 1 ou pas? Non, mais ça va être pratiquement la même chose. Ce sont des oiseaux de même. On va nous chanter les mêmes choses. L'armée monte en puissance. Non, le contexte. Il y a des achats d'armement. Le contexte peut être différent. Là. Le contexte n'est plus le même. Non, le contexte ne sera plus le même. Est-ce que Choguel, les mêmes ferveurs, maintenant qui a poussé Choguel à prendre la parole, est-ce que Choguel ne se sent pas un peu trahi? Est-ce qu'on n'est pas en train de déplumer Choguel politiquement? Qui déplume Choguel? Ah, mais on peut dire comme ça, mais c'est Koulouba. Koulouba peut déplumer Choguel. Tout se décide là-bas. Mais Koulouba peut déplumer Choguel parce qu'on est en train de voir... Est-ce que vous êtes en train de dire que Choguel est en train d'être lâché en plein vol? Choguel aussi est en train d'être lâché en plein vol. Puisque Choguel a donné son âme, Choguel a parlé, Choguel a dit la phrase. Parce qu'après la phrase, aucune phrase n'a eu maintenant cette envergure après la phrase du général du Ahmed Sékou Touré devant le général de Gaulle. Mais après cela, après cette fameuse phrase qui a coûté très cher à la Guinée, et on a vu aussi un autre Ahmed Sékou Touré, qui est Choguel Kogala Maïga, qui a lâché encore ce mot devant les Nations Unies et qui a surpris tout le monde. Et aujourd'hui, Choguel a vendu son âme. Mais on est en train aussi de voir, Choguel est en train de faire des politiques de buissons et tout ça là. Donc il faut essayer de déprimer. En tout cas, enfin politicien, on sait très bien qu'il va retomber là-dessus. Chers collègues, on va essayer d'avancer dans nos dossiers. J'aimerais bien qu'on puisse basculer maintenant sur le point de la CEDEAO. Il y a eu une rencontre, un sommet. Il y a les restrictions politiques qui sont toujours en vigueur, mais les barrières tombent. Ça veut dire que le Mali n'est plus sous sanction dont elle bénéficiait. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Justement, et c'est à travers ça que je vais répondre à mon collègue Moussa. Vous savez, il a dit que le gouvernement n'a pas vraiment montré grand-chose. On n'a pas eu ce réflexe-là, sinon on aurait peut-être pris la liste, département par département, en une minute dire quelque chose. Mais lui, il s'est limité au seul ministère des Transports, mais quand même... Pas le seul, hein, il y a aussi de la coopération. Oui. Diop, que j'en venais. Oui, bon, Diop, c'est un diplomate hors pair. Oui. Quel que soit le discours, il fait l'unanimité. Et on sent qu'il n'est pas politique, il séduit. Oui. Il a les arguments. Mais il y a le ministre de l'économie et des finances. C'est à cause de son travail là que les sanctions ont été levées. Alseni Sanou, qui est très discret, qui est très rigoureux dans le travail, qui arrive toujours à mobiliser à l'interne, à travers la douane, à travers le PMU, les grosses régies, mais aussi au plan sous-régional, tout le temps le Mali mobilise des fonds. Exactement, il a pu lever des fonds quand même malgré les restrictions. Et sa relation est très free avec la Banque mondiale et avec le FMI. Il était même au truc d'été, au sommet d'été, dernièrement. Donc c'est dire que déjà, les sanctions de l'UEMOA ont sauté. Donc le Mali pourra, au niveau pleinement, mobiliser les ressources comme il faut. Et c'est même sur ce point que je dirais que voilà où la CEDEAO ne peut pas atteindre la Guinée. Je l'ai dit sur d'autres plateaux, je le répète. La Guinée, depuis son indépendance, s'est assumée à sa propre monnaie. La Guinée a sa propre banque. C'est la raison pour laquelle, quand la CEDEAO essaie de brandir des menaces, Conakry fait de la défiance. Parce que depuis justement cette fameuse phrase dite à De Gaulle, nous préférons la liberté dans la pauvreté qu'à l'opulence dans l'esclavage, la Guinée a toujours été dans un contexte d'adversité et fait front à ses adversaires ou à ses ennemis et à sa propre monnaie. Qu'elle soit forte ou faible, mais elle bat sa propre monnaie, elle a son autonomie financière. Déjà le Mali, les restrictions se lèvent, mais ce sont les restrictions économiques. Parce que pour ce qui est des restrictions politiques, à part, je crois, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et le président de la transition, et aussi, je crois, le président du Parlement, tous les autres cadres, c'est-à-dire normalement les membres du gouvernement et même ceux de l'Assemblée, CNT, ne doivent pas pouvoir se déplacer dans la sous-région. Exception faite évidemment du Burkina et de la Guinée. Ce trio qui fait d'ailleurs peur à la CEDEAO. Et d'autre part, ce sommet, il y a eu une intimidation. L'intimidation, mais l'intimidation c'est une logique. Tous ces pays ont signé 24 mois. Le Mali, par exemple, les 24 mois, ils finissent dans 8 mois. Et la CEDEAO a haussé le ton. Est-ce que dans les 8 mois à venir, les élections se tiendront à date? Quand nous savons qu'on aurait dû commencer l'année avec le référendum, qui a été reporté, c'est quasiment 3 mois après qu'il a été fait. Il y avait des élections communales, qui finalement ont été mises même à la fin de la transition.
alors que ces élections communales ont été précédées de 2 fois des prolongations de 6 mois. 6 mois, 2 fois du mandat, comme c'est dit dans la loi. On devait avoir des délégations spéciales, on a préféré maintenir les conseillers communaux. Et même le 25 juin dernier, je crois que ça devait être des élections régionales ou quoi, il y avait d'autres élections aussi inscrites au chronogramme qui n'ont pas été faites. Donc évidemment, la suspicion, tout le monde se pose la question, est-ce qu'on fera les législatives? Certains aussi disent que programmer toutes les élections en même temps, au même moment, ce n'est pas indiqué. Donc tous les regards sont portés sur le mois de février-janvier, où devra avoir lieu la présidentielle, pour que entre mars et avril, le retour à l'ordre constitutionnel arrive. Mais moi, je pose mon regard sur une chose. Quand le Mali a prolongé sa charte de 18 mois, pour y ajouter ces 24 mois pour lesquels la CEDEAO s'agite, le Mali a mis quand même une dérogation. Un garde-fou, oui. Un garde-fou. 4 mois avant l'élection, quiconque, notamment du corps des forces armées, serait tenté par un poste électif, peut démissionner. On n'a pas ça en Guinée. Même si l'opposition... Pour le moment, justement, si l'opposition continue de dire que le colonel aurait des idées... Oui, le contexte ne sont pas les mêmes. Mais bon, on ne sait jamais, l'opposition est sceptique. Mais par contre, au Mali, ici, moi, je pose mon regard sur ça. Donc, théoriquement, entre octobre et novembre, septembre et novembre, j'attends de voir qui démissionnera. Ces 4 prochains mois vont être quand même assez décisifs. Donc moi, c'est ce que j'avais à dire. Oui, la levée des sanctions au niveau de la CEDEAO, moi, je me pose la question. Et souvent, ils ont fait des communiqués, mais moi, je vois ce communiqué comme des communiqués de folklore, puisque c'est les mêmes mots qu'on répète chaque jour. Et de deux, est-ce que la CEDEAO était obligée de lever la sanction, puisque la sanction, elle était déjà levée il y a longtemps. Et d'autant plus que le Mali et la Guinée et Burkina Faso se sont donné les mains pour créer un trio. Donc la CEDEAO n'avait pas de force maintenant au Mali, puisque la CEDEAO voulait essayer d'étouffer le Mali. Mais à travers la Guinée, parce qu'il faut regarder aussi... à travers la Guinée, regardez, la Guinée partage 900 km de frontières avec le Mali, de Kayi à Sikasso. Donc maintenant, si vous regardez, la Guinée aussi est un pays côtier, et un pays qui est indépendant, qui a sa monnaie. Vous avez tout le temps signalé ça. Et c'est un pays aussi qui est vachement riche dans la sous-région, en matière de sous-sol. Donc c'est un pays potentiellement, économiquement prêt. Comme on dit, c'est un scandale géologique. C'est un scandale géologique. Donc la Guinée était prête à accompagner le Mali. Malgré, c'est pourquoi Doumbouya a essayé même d'accélérer les travaux de la construction de la route Bamako-Conakry, qui a déjà fini d'ailleurs. En un an, c'est déjà fini. Donc pour permettre aux camions maliens de se doter de produits en Guinée. Donc maintenant, la CEDEAO était obligée, vu tout ça là, parce que si vous regardez le communiqué de la CEDEAO, ils ont parlé maintenant de quoi? Ils ont dit à ces 3 pays en transition d'aller vers la transparence, d'aller vers l'inclusion et d'aller vers maintenant la consultation. Mais ça, cela veut dire quoi? Mais chaque pays aussi, vous savez, le Mali a un contexte qui est beaucoup plus différent que celui de la Guinée. Le Mali, son contexte est beaucoup plus similaire au contexte burkinabé. Parce qu'en Guinée, les coups d'État aussi n'étaient pas... il n'y avait pas les mêmes raisons pour faire les coups d'État en Guinée. En Guinée, on a parlé du 3e mandat du professeur Alpha Condé, et pendant que le pays bougeait très bien. Et au Mali, ici, c'est la sécurité du pays qui a fait qu'on a demandé le départ d'un président, d'abord qui était en plein moment de son mandat. Maintenant, Assimi Goïta, qui est le président du Mali, le président de la transition actuellement, a été très intelligent. C'est pourquoi quand vous dites tout de suite que le ministre de l'économie et des finances a beaucoup travaillé, mais moi je dirais plutôt les ministres des 3 pays, les ministres des affaires étrangères des 3 pays, à savoir Dr Maurice Anda de la Guinée et Abdoulaye Diop du Mali, maintenant qui se sont retrouvés, puisqu'on voit chaque fois ces ministres-là dans les avions et essayer d'aller dans les pays limitrophes. Parce qu'il faut regarder s'il y a une sanction collective. Et on est en train de faire un communiqué collectif aussi là-dessus dans un sommet. Mais il faut que le ministre s'élève à aller rencontrer ces pays-là individuellement et ces présidents-là individuellement. Et n'écoutez pas la CEDEAO. Faites comme si... Et vous allez vous retrouver aussi dans la même situation que nous. Donc chaque pays a ses réalités. Et chaque pays aussi est basé sur, assis sur une bombe.
Donc maintenant, pour vous essayer d'engloutir ou d'asphyxier le Mali ou la Guinée, et si un jour ces pays-là aussi se retrouvent dans les mêmes situations, et la Guinée et le Mali vont faire la même chose. Donc les négociations diplomatiques et des diplomates de Maurice Sanda et d'Abdel Diop, ce sont ces négociations-là qui ont pesé sur les décisions de la CEDEAO. Et obligatoirement, la CEDEAO se voit, puisque la CEDEAO a des envoyés, les pays ont des envoyés dans la CEDEAO. Et ces envoyés-là rendent compte à leur président. Donc il fallait individuellement rencontrer le président. Et même actuellement, là où je parle, le ministre des Affaires étrangères de la Guinée, Maurice Sanda, est actuellement au Maroc, pour essayer de renouer encore la coopération bilatérale entre le Maroc et la Guinée. Et Abdel Diop aussi, la même chose, il était en Russie tout récemment, et puis va aller encore dans d'autres pays pour essayer encore de faire une nouvelle orientation de la coopération du pays. Donc, si on voit, parce qu'on a vu que la CEDEAO était beaucoup plus soutenue par la France, et nous avons ici, il y a un sentiment anti-français qui est né actuellement au Mali, qui a été en Guinée il y a 50 ans de cela, avec Sékou Touré. Donc actuellement, le Mali... C'est pas le cas. Oui, non, c'est le cas actuellement. Ouais, c'est le cas actuellement au Mali. Après Sékou Touré, et on a vu Sékou Touré a lancé le fameux... Non, c'est pas le cas actuellement en Guinée. Quand Sékou Touré avait lancé ce fameux mot que l'impérialisme aura sa tombe en Guinée, il y a ce mot-là qui existe dans les années 70. Bien sûr. Et après l'attaque du 22 novembre 1970, l'attaque portugaise. Donc, maintenant, on a l'impression que si un pays veut se débarrasser, veut être autonome, comme le Mali est en train maintenant de partir vers l'indépendance totale, obligatoirement, il faut être lancé par la presse étrangère, s'il faut dire la presse française, donc dire que le pays n'est pas légitime, ou ce gouvernement n'est pas légitime. Donc les Maliens ont compris. Moi, je salue quand même d'abord la mentalité des Maliens dans cette transition. Les Maliens ont compris qu'il faut s'aligner derrière cette transition illégale qu'on est en train de dire qu'illégal, parce que illégal là, ça c'est aux yeux de la communauté internationale, mais aux yeux de nous les Maliens, ou bien aux yeux des Maliens, cette transition-là est légale, puisque c'est les Maliens qui ont demandé le départ du président, maintenant qui a été démocratiquement élu. C'est la démocratie aussi. Donc, si vous regardez, maintenant la CEDEAO était dans toutes ses prérogatives de lever cette sanction, puisque la sanction-là, elle n'existe plus. Obligatoirement, ils ont fait seulement qu'ils levaient des façades. Sinon, en réalité, le Mali se portait très bien. Le Mali achetait des armes comme il veut. Et l'économie malienne se portait très bien. Donc, il ne faut pas dire qu'on a enlevé... Est-ce que aussi c'était pas pour éviter un bras de fer à venir? Parce qu'arrivé à un certain moment, il fallait que les choses soient mises à plat et tout ça. Parce que ça commençait, la mayonnaise commençait à prendre et tout. Et ça pourrait être un prétexte aussi par ces pays en transition pour pouvoir rallonger. Un bras de fer dans quel sens? Le bras de fer dans le sens surtout le citoyen qui faisait la pression sur les gouvernants. Oui. Et notamment les gouvernants, il fallait dans le sens où peut-être qu'il y aurait pu avoir une fédération qui sera mise en place aussi, quelque part. Parce que si on dit la France, il faudrait rentrer, on met dehors aussi la MINUSMA, est-ce que l'éventualité même à ce que le Mali quitte la CEDEAO ne pouvait pas aussi se mettre sur la table? Bon, cette éventualité, je ne vais pas vous le cacher, le pouvoir actuel y a pensé. A pensé et y pense. Mais ce pouvoir-là est quand même réaliste. C'est le Premier ministre même, Choguel Maïga, qui l'a dit. Effectivement, ce sentiment ou cette envie de sortir du CFA est là. Mais c'est un gouvernement et un pouvoir élu qui peut le faire. C'est comme la haute cour de justice. Quelque part, si certaines personnalités sont directement prises, jetées en prison, même si la manière n'y est pas toujours, sans être jugées, c'est parce que la haute cour de justice, elle est là. Elle appartient à l'Assemblée, mais à une Assemblée élue. Et là, nous avons une Assemblée nommée. Donc, en fait, ce sentiment, il est là. Mais il n'est pas possible pour le moment. Par contre, concernant le corridor Conakry-Bamako, moi, j'attire mon regard sur une chose. C'est que déjà, je salue le président Alpha Condé qui a eu cette vision. Il a compris que géographiquement, Conakry est le port le plus proche de Bamako, donc son port naturel. Et il a tenu à ce qu'il y ait cette autoroute. Parce que si l'accès est facile, le développement, la route du développement commence par le développement de la route.
Et c'est cette vision que le professeur Alpha Condé il a eue. C'est comme ça que cette route est née. Même si, comme on utilise le fameux terme parachevé, c'est le colonel Doumbouya qui a finalement parachevé. Mais vous savez, la politique, hein, quand on finit un projet, difficilement et rarement on fait mention de l'initiateur ou du régime précédent. Ça, c'est ce qu'il faut noter. Mais en fait, je voulais attirer l'attention sur le fait que cette route a été exécutée, mais pas comme. Elle était censée être un 2x2. Oui, oui, oui. Finalement, c'est une seule voie. Et une seule voie légèrement agrandie où il n'y a pas des extrémités pour que quand quelqu'un soit en panne, il soit mis sur le côté. Et c'est là que j'interpelle les autorités de Conakry qui ont quand même créé la CRIEF pour que des têtes tombent, pour que compte soit rendu. Maintenant, pour ce qui est de la coopération entre ces trois pays, quel que soit ce que la CEDEAO dira, ces trois pays, ils iront ensemble. Parce que malheureusement, quelle est l'image aussi que le trio militaire retient? C'est que pendant que dans ces pays, la gouvernance patinait, certains s'amusaient à aller vers le troisième mandat, ou en tout cas certains faisaient les choses à leur manière, ou que la sécurité était très délétère. Et les politiques ne s'entendent pas. Ça ne s'entendait pas. Oui. La CEDEAO n'a jamais été là, comme quand un chef d'État est aux mains des militaires. Parce que quand un chef d'État est aux mains des militaires, on voit que ça devient carrément un syndicat. Ce sont les intimidations. Exactement. Et ces intimidations-là, justement, ont boosté tous ces militaires-là qui ont donné de la voix. C'est le Burkina qui a été le plus intelligent. Quand il y a intimidation, il y a bruit, ils disent oui, on a compris. Mais à côté, ils tissaient leur toile avec la Russie. Et comme je l'ai dit à l'époque, le porte-parole du gouvernement, à travers les médias internationaux, ouvertement disait chez nos confrères de TV5 Monde, surtout, que nous on va diversifier. Quand on lui disait mais et la France, il dit non, la France est là, mais tout ne se limite pas à la France. Finalement, où est-ce qu'on en est? France 24 RFI verrouillé, l'armée française qui était là-bas a plié bagage, même les mines, les sociétés minières françaises qui étaient là-bas ont perdu leur mandat en faveur de structures russes. Donc c'est pour dire que ces trois sociétés vont aller et ces trois pays iront ensemble. Mais par contre, le nouveau président de la CEDEAO, je crois qu'il aurait dû être un peu diplomate, un peu pédagogue. Un peu diplomate. Oui, mais c'est un homme d'affaires qui... Il a haussé le ton et c'était des menaces à l'endroit de ces pays. Quand il dit que nous n'allons plus nous laisser faire, nous n'allons plus dormir, nous n'allons pas être des chiens sans croc, nous allons croquer. Mais attention, son prédécesseur qui lui est général, qui est plus averti même des questions militaires que lui, général Play, et en même temps homme politique averti parce qu'il a été Premier ministre avant, le général Ambalo, son excellence. Il a été Premier ministre avant, un long moment, avant de créer son parti, de venir au pouvoir. Mais qu'est-ce qui se passe au bout du compte? Lui-même a échappé à un coup d'État. En plus, ça c'est le coup d'État, ça c'est le côté armé, il a pu contenir ça. Mais au plan politique, il est en minorité. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des divergences qui ont fait qu'il a dû dissoudre l'Assemblée. On reprend les élections, dès le premier tour, son parti est balayé par le PLG, c'est le parti traditionnel de là-bas. Donc même l'émergence du général Ambalo à la présidence n'a rien changé. Et c'est cet affaiblissement qui a fait que finalement il a dû passer la main. Et cette histoire ne se limite pas à lui seul. Avant lui aussi, on avait quand même le président du Ghana, Nana Akufo-Addo. Nana Akufo-Addo s'est tellement retrouvé en minorité que son parti, le NPP, que je supporte d'ailleurs, est beaucoup en minorité, est beaucoup désavoué. Et c'est le cas adverse maintenant, le NDC, qui a à sa tête John Dramani Mahama, qui est d'ailleurs présenté comme candidat pour les futures élections, qui est bien parti pour prendre. Donc c'est dire que diriger la CEDEAO, ce n'est pas que les intimidations. Il faut avoir des approches, et sinon on risque, c'est un travail à temps plein. Justement par rapport à ces approches-là, les gens pensent qu'il y aura plutôt une approche anglo-saxonne, que ce ne sera pas la France-Afrique. Oui, mais il a les militaires là sont venus pour balayer certaines choses. Vous avez souligné un point ici que dans la nouvelle charte où on a essayé de mettre l'accent sur les 4 mois avant les élections pour pouvoir démissionner. Est-ce qu'en Guinée, au Burkina Faso, on n'est pas en train aussi de voir maintenant ce qui va se passer au Mali? Si Assimi va se représenter, et que pourquoi pas Mamadi Doumbouya aussi va essayer de dire en Guinée, oui, qui est fou. Puisque en Guinée, on a un antécédent. Quand Sekba Konaté était aux affaires, Dadis est venu, on a tiré sur Dadis. Sekba Konaté est venu comme président. Le général Sekba Konaté est venu comme président de la transition. En un an, il a organisé des élections et il a passé la main à Alpha Condé, mais qui lui a trahi après.
la passation de service. Déjà à l'époque, on parlait de force en attente. De force en attente. Même très supérieur. Oui, effectivement. Et c'est une Alpha Condé aujourd'hui qui vit à Paris et qui a été trahi par Alpha Condé. Donc, qui est l'un des conseillers à distance de Mamadi Doumbouya, d'Assimi Goïta et de Traoré. Donc, regardez ce qui va se passer parce que... Oui, c'est plutôt ça, c'est une information. Donc, maintenant, ici, moi, je te dis, à distance, il va dire, ah non, si vous passez la main à des politiciens, puisque le journal n'a plus confiance aux politiciens. Et est-ce que Assimi aussi a confiance à quelqu'un? Est-ce que vous pensez que ça va faire un effet boule de neige avec ce qui va se passer au Mali? Au Burkina, on peut entrevoir ça. Mais aujourd'hui, en Guinée, on voit quand même un peu de refroidissement de la part du président Doumbouya. Oui, au départ, il était très attention, il y a le contexte. Le contexte là, il y aura de la contradiction entre nous. Le contexte malien, analyse, je ferai la mienne. Le contexte malien et le contexte guinéen, il y a des choses. Le président Assimi est à l'aise. C'est le président le plus sécurisé en Afrique de l'Ouest actuellement. Quand je dis sécurisé, ce n'est pas l'armée qui sécurise une personne, non. Le peuple malien. Vouloir faire le coup d'État aujourd'hui à Assimi, c'est de creuser sa tombe ici au Mali. Puisque le peuple, en grande majorité, soutient cette transition, soutient Assimi Goïta. Donc il a une popularité unique. Contrairement à Guinée, le président de la transition était venu dans l'intention. Pour avoir la popularité, il faut aller sur l'axe. L'axe de la démocratie, l'axe de tout, l'axe de changement. Il faut tout développer. L'axe de Bambeto Koza. Du quartier Bambeto Sagoya. Voilà, maintenant, le fief de l'opposant Farouz Alpha Condé, celui d'Alain Diallo. Donc, pour avoir la popularité, l'adhésion du peuple. Donc, on a fait cette ferveur en Guinée. Mais après cela, on est en train de comprendre que Mamadi Doumbouya n'était pas ce que les Guinéens pensaient. Souvent, certains sont en train de... Parce que mettre de côté les deux plus grands partis de la Guinée, 80% de la population, parce que si vous regardez la masse électorale en Guinée, vous allez voir que l'UFDG et le RPG font au moins plus de 90% de la population. Donc voilà. Maintenant, mettre de côté les grands partis, il faut qu'on ait déjà déposé, et celui d'Alain est en exil forcé, et le militantisme en Guinée est ancré. Contrairement au Mali, il n'y a pas de parti politique ici qui peut faire sortir 1000 personnes contre Assimi Goïta. Mais il faut seulement donner le temps à Alpha Condé, ou bien le temps à un celui d'Alain Diallo de dire à la radio, sortez. Il y aura des milliers de personnes qui vont sortir. Donc comme on a des armes, Mamadi Doumbouya ne peut pas se présenter comme ça. Il faut avoir maintenant une porte de sortie. Maintenant, comment avoir une porte de sortie? Est-ce que Mamadi Doumbouya, il y a trois façons de faire la transition. Est-ce que Mamadi Doumbouya va faire sa transition et passer la main comme Zira Sekba Konaté l'a fait? Mais si c'est ainsi, est-ce qu'il y a une personne crédible aujourd'hui autour de Mamadi Doumbouya, un civil, à qui Mamadi Doumbouya peut passer la main? Qui? On ne connaît pas. Maintenant, les militaires qui sont à la retraite, on connaît les militaires qui sont à la retraite. Et d'autres même soupçonnent le ministre de la Défense, le très respecté ministre de la Défense qu'on appelle délégué à la Défense d'ailleurs, Idi Amin Dada, qui est un technocrate, un militaire, un gendarme, mais qui est une tête pensante aussi dans cette transition. Mais d'autres pensent que c'est lui qui le met, sauf si que les Guinéens n'aiment pas Idi Amin. Donc, il y a, dans le camp d'Alpha, on ne peut pas évincer quelqu'un du pouvoir. Après, maintenant, on prend quelqu'un aussi dans son entourage et le mettre au pouvoir. Ça serait aussi de créer sa tombe. Maintenant, celui-là, ne peut pas... Parce que celui a moins de chances pour gagner des élections en Guinée. Puisqu'on a démoli sa maison. On a essayé de gorger même son parti politique, l'UFDG. Donc, celui-là aussi à la tête de la Guinée, Mamadi Doumbouya, partout où il sera, il va être jugé. Il y aura toujours une plainte du gouvernement contre lui. Donc, Mamadi, qu'est-ce qu'il va décider maintenant? C'est de se cramponner au pouvoir avec les armes. Donc, les Guinéens, en majorité aujourd'hui, comme il est en train de faire, puisque quand une transition commence à inaugurer les routes, et à faire des premières pierres de choses longues. C'est cette transition-là qui... Voilà, la transition veut perdurer. Mes chers collègues, on va essayer d'avancer sur nos dossiers. Parce déjà, que le temps malheureusement... Je voulais rebondir. Donc, une seconde, je vous donne une seconde pour rebondir sur ça. Je voulais rebondir. C'est-à-dire que rapidement, par rapport à la Guinée, comparativement au Mali, effectivement, le peuple il est avec le président Assimi Goïta. Et le peuple est prêt à prendre les rues, prêt à hausser le ton. D'où même la naissance de la journée de la souveraineté nationale. En Guinée, c'est vrai, hein, il y a deux camps, deux tendances qui mènent la danse depuis plus de 10 ans désormais. Le RPG, même s'ils étaient dans la clandestinité, eux, depuis longtemps. L'UFDG, eux, c'est quand même depuis près de 20 ans. Et l'UFDG, c'est Louda Diallo, chef de file de l'opposition. Le RPG, c'est la vague jaune.
Donc même actuellement, porter le jaune parfois en Guinée, c'est un tabou. Donc ce sont ces deux partis qui vraiment ont l'essentiel de l'électorat. Et c'est vrai que même si le RPG a été renversé, le 5 septembre, bientôt l'an 3, hein, ou l'an 2. L'an 2, hein. Oui. Voilà, mais reste que l'UFDG qui est quand même là, qui est maintenant même allié au RPG, tous ceux-là, ils ont leurs leaders qui sont hors du pays. Selou Dalein a été humilié. Vraiment, je déplore ce qui s'est passé, parce que sa maison a été rasée, pour des motifs où quand même la justice ne s'est même pas prononcée. Et systématiquement, très rapidement, une école de très belle facture, en tout cas, l'architecture est bonne, mais elle est née. Donc déjà ça, cette humiliation, ce n'est pas évident. Et ensuite, tant que ces leaders-là ne sont pas là, pour qu'ils donnent leur voix, le dialogue il est incomplet. On est plutôt avec les animateurs que les acteurs. Ou si vous voulez, on n'est qu'avec des stagiaires politiques, des clubs de soutien, que les leaders. Et la Guinée, contrairement au Mali, il n'y a pas de guerre. Le territoire, il n'est pas occupé. Ça a failli se faire dans les années 2000 avec ce mouvement Ulimo venu du Libéria. Mais le président Lansana Conté n'a pas cherché à tergiverser. Il a lancé l'assaut. Donc là-bas, le pays est tranquille. C'est juste des questions et des défis politiques qu'il faut régler. Maintenant, moi, je ne vais pas continuer. Une prochaine fois sûrement, je vais quand même aborder le cas du Burkina. Le Burkina a assez de similitudes avec le Mali. Parce qu'en réalité, ce qui se passe au Burkina, au départ, on pensait que c'est ce qui allait arriver en fait au Niger. Parce qu'à l'époque, c'est le Niger qui était le maillon faible, dans un contexte où le Burkina était quand même la capitale de la sous-région, avec Blaise Compaoré, qui est quand même un militaire, rompu à la tâche, un homme de renseignement, de la sécurité d'État, et c'était lui le principal négociateur des enlèvements auprès des mouvements terroristes et rebelles, quand il y avait des enlèvements. Et je le dis ici sur ce plateau, la libération du président Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition, lui, feu leader de l'URD, c'est à travers Blaise Compaoré que cela a pu se faire. Parce que quand il a été pris, quand ses partisans, ses leaders ont pris la rue avec le M5, tout le temps il disait même bientôt c'est quand, on veut Soumaïla. Le président Ibeka a dû contacter Blaise en Côte d'Ivoire, qui lui a envoyé un de ses conseillers, un Touareg de Mauritanie. C'est à travers ce dernier, qui est spécialiste dans les libérations, que Soumaïla est sorti. Donc c'est pour dire que le Burkina maintenant, Blaise n'y est plus. Donc évidemment, même ces bandits armés là, ils quittent essentiellement le Mali, pagailler à travers ce pays, créer le cynisme, le désarroi et retourner au Mali. Quelques-uns s'y sont installés, mais l'essentiel vient toujours du Mali. Ils circulent entre les frontières. Et c'est pour ça que l'actuel président, le colonel Ibrahima Traoré, dit IB est tout le temps sur le terrain. IB est en train de chercher des solutions. Donc, mais par contre, la question qui va prendre forme, le débat qui va prendre forme, le bras de fer qui risque de se dessiner, c'est que déjà, le Premier ministre du Burkina, je le dis bien depuis 3 semaines, on est même bientôt à 1 mois, a fait une déclaration officielle relayée partout, que nul n'ignore. Vu l'état de dégradation de la situation sécuritaire, les élections ne se tiendront pas à date. Donc déjà, il a lancé le pavé dans la mare. J'ai été surpris que le sommet de la CEDEAO sur ces 3 transitions se fasse et que la CEDEAO, sans pouvoir évoquer cette question, même si peut-être la CEDEAO met un argument ou peut-être on va leur accorder un bénéfice du doute, ils ont dit officiellement que les 3 médiateurs n'ont pas eu accès. Et j'avoue que moi-même, Idrissa, je me posais des questions. Je m'attendais quand même, quand le président Alassane Ouattara a annoncé ce sommet, depuis plus de 2 semaines, je m'attendais à voir Goodluck Jonathan, je ne l'ai pas vu. Au niveau de Conakry, Yahi Boni, le président béninois, allait y aller, mais à la dernière minute, il a dû faire demi-tour. Et Issoufou, je ne l'ai pas aperçu au niveau du Burkina. Donc effectivement, je me rends compte que ce n'est pas une coïncidence. Les médiateurs, ils sont verrouillés. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a au-dessous de cela? Je crois que dans un prochain débat, on va tout déballer ici. Qu'est-ce que ça sous-entend, selon vous, à peu près? Bon, actuellement, parce qu'on dit qu'il n'y a pas grand-chose, les lignes ne bougent pas, parce qu'il faut se dire la vérité. Et ce que la CEDEAO s'attendait dans ces 3 pays, je pense qu'ils sont en train aussi de dessiner leur calendrier très respectueusement, surtout le Mali ici et en Guinée, parce qu'on avait dit à un premier temps qu'aucun membre de la transition ou aucun militaire ne doit se présenter. La CEDEAO, ça suffit d'abord l'exigence de la CEDEAO, mais on a vu que le peuple malien dit niet, c'est nous qui choisissons notre président et tout ça là, et on a fait encore une charte révisée où on a dit qu'il faut se présenter 4 mois après. Et Mamadi Doumbouya aussi la même chose en Guinée, on est en train de voir que Mamadi Doumbouya a mis de côté les deux barons, donc
la voie est libre, il y a un boulevard actuellement. Donc la CEDEAO n'a pas grand chose à dire en Guinée. Et il y a aussi les politiciens, les ministres des Affaires étrangères, qui sont en train maintenant de travailler pour essayer de faire revenir la CEDEAO à la raison, de permettre... Parce que, mais il y a un point. Oui. L'actuel nouveau président de la CEDEAO, politiquement, idéologiquement, est un ami à Alpha Condé. C'est un ami à Alpha Condé. On va voir... Le colonel Doumbouya, vous pensez que c'est un bras de fer, c'est un marquage collé serré? Maintenant, parce que quand il a gagné les élections, ça chantait toute la Guinée. Donc on dit que l'ami d'Alpha Condé est venu au pouvoir au Nigeria. Donc maintenant, il est à la tête de la CEDEAO, brusquement, parce qu'il vient de prendre fonction, et la même année, il est à la tête de la CEDEAO. Mais qu'est-ce qui va se passer? Alpha Condé actuellement est muselé, puisqu'il multipliait des communications à l'époque. Dans tous les sens, hein? Dans tous les sens. Mais par information, donc j'ai appris qu'on a dit dire à Alpha maintenant de se taire, parce que Erdogan Doumbouya, vous savez, Doumbouya était parti en Turquie, donc il est allé se plaindre. Et bien avant même, hein? C'est Erdogan, donc Alpha Condé déjà actuellement ne peut plus parler. Maintenant, on va voir, est-ce que son ami de longue date, le Richichi Mondafer du Nigeria, peut essayer de devenir, ou bien essayer encore de parler à Doumbouya pour essayer d'alléger la situation d'Alpha Condé, ou bien est-ce que Alpha Condé peut-il revenir, parce qu'il rêve de revenir au pouvoir, donc de finir son mandat. Il a dit, il ne cache pas. Mais de façon réaliste, est-ce qu'Alpha Condé peut finir son mandat alors que les militaires même préparent une réforme où il y a l'âge limite qui va de 75 ans? On essaie de d'avancer. Pendant le sommet de la CEDEAO, toujours, il y a quand même un aspect qui est revenu sur la table, notamment la monnaie, la question de l'écho. La question de l'écho, est-ce qu'on peut dire qu'on peut espérer ici que ça va être un début de quelque chose pour enfin mettre out le franc CFA? La question de l'écho. Bon, moi, je ne vois pas grand-chose, puisque depuis le début de ce processus de l'écho, chaque fois, c'est la même rhétorique. Et on est en train d'entendre aussi les mêmes choses. Et tantôt, c'est bloqué de tel niveau. Mais on a vu quand même que les pays, maintenant, qui sont devant, les têtes de proue, maintenant, qui sont devant, à savoir la Côte d'Ivoire, à travers Alassane Ouattara, et le Sénégal à travers Macky Sall, maintenant, on voulait que la CEDEAO, l'ECO, soit parrainé par la France, par le Trésor français. Et chose qui a été automatiquement balayée avec un revers de main par le Nigeria, qui est d'abord le géant, même le Ghana, qui est d'abord le géant dans la sous-région. Et la Guinée, le Cap-Vert et d'autres pays se sont alignés derrière le Nigeria, parce que nous voulions, ils se sont dit, oui, au lieu maintenant de donner l'argent là à la France, pour essayer maintenant de booster l'économie française, pourquoi pas donner à un État africain? Donc que le Nigeria soit le parrain. Maintenant, au niveau aussi de la flexibilité, parce que dans ce processus-là aussi, il y a un problème de flexibilité. Parce qu'on dit que France CFA et euro, tout le monde connaît ce qui se passe. Maintenant, la création de l'ECO, on veut mettre le même système à la création de l'ECO. C'est chose que la Guinée aussi n'a pas accepté. Puisque, vous savez, la Guinée était aussi dans la zone CFA jusqu'en 1963. Et la Guinée est sortie en France CFA et pour créer sa propre monnaie. Donc maintenant, d'autres pays, ils ont vu que ces pays qui mangent leur propre monnaie, maintenant, vont très bien et qu'il n'y a pas assez de problèmes économiques, mais macroéconomiques, parce qu'il y a ce problème macroéconomique. Aussi paradoxal que ce soit, même le bilan même de la transition guinéenne, le côté macroéconomique est une réussite. Et ils ont même été admis même au niveau du FMI, qui les a donné une bonne note. Effectivement. Donc maintenant, pour voir que dire que la CEDEAO en a parlé chaque fois, on parle de l'ECO, mais ça ne verra jamais le jour, tant que les Alassane Ouattara et les Macky Sall sont à la tête des pays. Moi, je pense que déjà, il faut aller à la source. Pourquoi et comment la question de l'ECO est venue? Et d'ailleurs, c'est cette question d'ECO qui a donné naissance à un grand panafricaniste. Comment il s'appelle même Vous parlez de Feu Kadhafi? Non, celui qui a brûlé le billet là. Il était même là. Kémi Séba, oui. C'est à travers Kémi Séba même qu'est né le débat et la naissance de l'ECO. Parce qu'à cette époque, on parlait de sentiments anti-français. Ça s'était tellement étendu que ça avait touché la monnaie. Tellement qu'on disait que la France, on n'en veut pas, la France. Mais c'est vrai, même le CFA, c'est leur monnaie.
On n'en veut plus. Comment? Et c'est justement là qu'Kémy Séba, qui en tout cas n'avait pas cette audience qu'on connaît maintenant, a évidemment brûlé le billet à Dakar. Oui. Ça déjà, c'est à travers même ce geste qui a fait buzz mondialement que l'espace francophone, la France-Afrique en fait, a été touchée en plein cœur. Ensuite, les porteurs du projet, on le sait, en Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire, traditionnellement. En Afrique centrale, c'est le Gabon. Et ce sont ces deux zones-là d'ailleurs qui utilisent le CFA. Encore que cette histoire de permutation, de changement de monnaie, c'est plutôt en Afrique de l'Ouest, pas encore en Afrique centrale. C'est la CEMAC. Mais on sait que tôt ou tard, la CEMAC devra suivre les pas. Maintenant, pour en revenir même à l'Afrique de l'Ouest, c'est que le président Alassane Ouattara a porté le projet, mais déjà lui-même à l'époque, il faisait polémique. Au-delà du fait que la France était désavouée, sentiment anti-français, que la monnaie était désavouée, lui-même à l'époque était en train de se présenter à un troisième mandat. Pour le crédit, l'audience qu'il a, parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous connaissez la VAR, ce qu'on dit aujourd'hui et ce qu'on dit maintenant, on colle, ces vidéos circulent, où Alassane Ouattara disait qu'il quittait le pouvoir, même s'il y a eu des faits malheureux, pour finalement revenir. C'est ce que l'histoire a retenu. Donc déjà, même là, sa personne aussi faisait polémique. Encore que dans la sous-région, le Sénégal pèse parce que le Sénégal a été la capitale de la France pendant la colonisation. L'AOF. Et actuellement, où est-ce qu'on en est avec Dakar? Des rues occupées, du vandalisme à cause du leader Ousmane Sonko. Leader qui d'ailleurs a eu à faire une intervention sur France 24, nos confrères, qui n'a apparemment pas plu au pouvoir de Dakar, qui a brandi un carton jaune. Donc c'est pour dire que l'écho, il a fait débat, il a fait polémique. Parce qu'au bout du compte, sur la forme, ils sont venus avec, c'est vrai, le CFA, il serait temps, son nom même en soi, il symbolise le colon. Nous allons passer à autre chose, mais concrètement, il a fallu que le dossier soit mis sur la table pour qu'on se rende compte que c'est le changement de nom. C'est le changement de nom. Blanc, bonnet, bonnet blanc. Et là, systématiquement, des pays comme la Guinée, qui historiquement, politiquement, sont en froid avec la France, ont combattu la France, ou des pays anglophones qui n'ont jamais eu affaire au carcan français, qui sont puissants, comme le Nigeria, ont haussé le ton, pour dire que, ah non, parce que vous savez, je vais vous dire une chose, hein. Dans nos instances internationales, je fais allusion même à l'Union africaine, quand on se retrouve là-bas, toutes tendances, toutes zones confondues, permanemment, les pays anglophones, souvent lusophones, se plaignent des pays francophones. Ils disent que toute, excusez-moi du terme, la merde que nous avons sur le continent vient de vous. Donc déjà, et même là, la dame Jean Ping, il a eu à se retrouver face à la dame, la sud-africaine, c'est ce lobby-là. Donc vous voyez, donc c'est pour dire que la France n'est pas bien vue. Et la France même, ça s'est très mal passé avec, au moment du second mandat du président Macron. Diplomatiquement, il était désavoué, il a été verrouillé par l'Algérie, le Mali a mis son pays à la porte politiquement, militairement, humanitairement et médiatiquement. Donc déjà, vraiment la France en soi, elle irrite. Et pour preuve, la France est en train de courir maintenant après tout le monde. La dernière en date, la France voulait aller au BRICS. Exactement. Elle s'est faite humilier. On va essayer d'évoluer en même temps sur le sommet Afrique-Russie. À quoi il faut s'attendre? Ça a été annoncé, on a vu une communication là-dessus. Assimi va, en tout cas, probablement être présent. Les présidents peut-être Doumbouya aussi. Voilà, qu'en est-il de la Guinée? Bon, sommet Russie-Afrique, vous savez, ça a été l'initiateur, le plus grand initiateur de ce sommet, c'est le professeur Alpha Condé, qui a été pour la première fois en Russie, qui avait demandé le sommet. Et à l'époque, si vous vous souvenez, il a fait un discours très costaud devant le président Poutine, et il ne savait même pas qu'il était en direct, qu'on le filmait, parce qu'il descendait sur la France. Mais il s'est rendu compte après, maintenant, il a dit à Poutine, non, je vais vous parler, mais à privé. Donc ça trouve que déjà, la balle est déjà partie. Maintenant, ce sommet aussi a repris. La Russie, vous savez, la Russie a des carences. Nous aimons, l'Afrique aime trop la Russie, mais la Russie n'aime pas l'Afrique. Il faut se dire la vérité. Attention. Et si. Attention. Attention. Si, j'en viens. Attention, l'apartheid. J'en viens. L'apartheid a pu émerger à cause du soutien de la Russie. Non, attention, j'en viens. Une fois, je me rappelle, quand j'étais à Abidjan tout récemment, lors de la réunion, la francophonie avec le président du CNT de la Guinée, Dr Dansa Kourouma,
et qui a haussé le ton devant le président Poutine. Donc, dans notre causerie, il a révélé, il dit au président Poutine, vous savez, en Afrique, en Guinée, au Mali, vous verrez l'école française, où on enseigne la philosophie, le mode de gouvernance français dans ces pays. Et vous verrez l'école américaine, un peu partout. Mais où se trouve l'école russe? Ça n'existe pas. Cela veut dire que la Russie abandonne complètement. C'est pas le fait ça veut dire que la Russie, c'est comme la France. Non, attention. Non, mais non, la Russie. Il faut pas voir la chose comme ça. Si, il faut se dire la vérité. Je vais revenir. La Russie, tout ce que la Russie peut, ce que la Russie quand même nous a montré, c'est de nous doter d'armement. Mais en soutien économique, situation politique, la Russie n'est toujours pas derrière. Vous savez, tous les calvaires que le Mali a eu aujourd'hui, c'est parce que les Maliens maintenant se sont sentis russes. Les Maliens ont dit oui, si ce n'est pas la Russie, nous voulons la Russie. Mais il faut que la Russie aussi soit capable de dire devant haut et fort, devant la communauté internationale, que oui, nous voulons maintenant aider ce pays. Parce que le développement, non, c'est la contradiction. Ils ont avancé. Il y a une avancée. Il y a une avancée. D'ailleurs, je vais te dire une chose. Vous savez, en Guinée, la première usine de bauxite en Afrique se fut construite en Guinée, Russal. C'est dans les années 60. Mais jusqu'à l'université de Abdel Nasser, ça c'est la Russie. Donc ce sont les Russes qui enseignaient en Guinée. Et la première coopération de Sékou Touré, c'était les Russes. Mais après, il y a eu quoi dans les années 70? Et à l'opposé du pouvoir du président Sékou Touré. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sékou Touré était obligé maintenant de diversifier sa coopération. Et la Russie donc, a complètement ignoré la Guinée. Donc il faut se dire la vérité. La Russie, tout ce qu'elle peut, c'est de venir non seulement faire la coopération économique, l'exploitation minière et la dotation contre l'armement, l'approvisionnement de l'armement. Et à part cela, il n'y a pas un autre processus de développement, moi je ne vois pas. En tout cas, je serai surpris, je vais voir quand même le temps nous fera sûrement défaut. Je pense que il a des arguments sur la Russie, mais je pense qu'il a fait une lecture plus ou moins mauvaise. Tout d'abord, il faut savoir que la Russie, de mémoire, je pense, n'a jamais colonisé en Afrique. N'a jamais été un pays colonisateur. Si vous voulez, entre guillemets, on va dire que c'est un mariage. Quelqu'un avec qui tu n'as jamais vécu et quelqu'un avec qui tu as quand même vécu au jour le jour, des choses naissent. D'où ces écoles françaises, d'où ces choses. Donc nous-mêmes de tradition, même malgré l'émergence de la Russie dans notre zone. Mais les États-Unis aussi n'ont pas colonisé en Afrique. J'y viens. Parce qu'avant aussi, les parkings étaient partagés. La France, n'oublions pas que ce sont les alliés aussi. Tout est parti des guerres. Les États-Unis et la France, c'est eux qui ont fait la guerre contre la Russie et l'Allemagne, les autres. Donc évidemment, quand la France est positionnée, les US sont là. Ça d'abord, il faut tenir compte de cet aspect historique. Mieux, pourquoi la Russie, en Afrique, il pèse? Je me limite à un seul cas. J'ai dit l'Afrique du Sud, l'apartheid. Comment est-ce que ces Noirs-là, ils ont pu faire la résistance? Comment ils ont pu avoir ce qu'il fallait pour tenir jusqu'au combat final? C'est parce que la Russie les a soutenus. D'ailleurs, c'est ce moment militairement. Que ce soit militairement sur le plan de développement, nous voulons... Non, mais j'y viens. On ne vient pas. J'y viens, c'est pas un débat. La Russie commence à s'imposer que depuis 2 ans. Et quel obstacle la Russie avait? La France le disait partout, c'est notre précaré. C'est parce qu'il y avait ça là, les pays respectaient ça, que la Russie ne pouvait rien faire. Quand la Russie avait la presse dit, ah non, c'est notre précaré, il ne faut pas être là. Mais c'est à travers la Centrafrique que tout ça a pris forme. C'est à travers la Centrafrique, un pays en lambeaux, un pays où le pouvoir n'a même pas les 20%, les 50% du territoire, un pays où maintenant il y a le débat du 3e mandat, que la Russie a vraiment émergé et s'est rendu compte que évidemment en Afrique elle peut émerger et que même en Afrique il y a le sentiment anti-français. Oui. Justement, tu es marié avec quelqu'un. Alors pour conclure, cher collègue, pour conclure vraiment, malheureusement, on va boucler tout ça. Pour conclure, on doit s'attendre à quoi les chefs d'État africains, les Africains par rapport au sommet? On doit s'attendre à quoi? Moi, c'est un seul point qui va m'intéresser. Hein. Les États-Unis, depuis un moment, réfléchissent à prendre des sanctions, à faire même un listing des pays amis à la Russie et à les sanctionner, à les verrouiller. Au sommet États-Unis-Afrique, depuis que c'était en sourdine, depuis que c'était au Parlement américain, jusqu'à ce qu'au dernier sommet États-Unis-Afrique, ils l'ont sorti. Et il a fallu que le président de l'Union africaine d'alors, du Sénégal, Macky Sall, hausse le ton pour dire que chacun a sa souveraineté et est libre de choisir qui il veut. Mais maintenant, j'entends dire, et j'ai vu un chapitre au niveau du sommet de la CEDEAO,
où la CEDEAO lorgne de très près le retrait de la MINUSMA et la présence de forces privées étrangères. Allusion faite à la Russie, dont les militaires sont appelés soit Wagner ou soit instructeurs russes. Et paraîtrait, j'attends de le voir officiellement et formellement, que la CEDEAO aussi pensera à préparer une espèce aussi de lockout dans ce sens contre ces pays-là amis à la Russie. Donc je sais qu'à ce sommet, cette question sortira sur la table. Il va surtout falloir savoir où va sortir ces financements-là. Ce serait très important. Voilà, c'est pourquoi moi, je ne m'attends pas, pas à grande chose dans ce sommet, mais je m'attends quand même moi, à un changement de mentalité de la part de la Russie, puisqu'il faut quand même que les Russes bougent enfin pour essayer de reconnaître maintenant que les Africains ont soif de la Russie. Ce n'est pas caché. Il faut que la Russie aussi maintenant soit au-delà de tout ce qu'on pense de lui. Et il faut que la Russie aussi soit au-delà même de la Chine actuellement qui est en train de mettre maintenant la route de la Shoah en Afrique vers l'Éthiopie. Donc il faut que la Russie s'investisse en Afrique. Il faut que la Russie, les investisseurs russes maintenant viennent en Afrique, développent, boostent les investisseurs locaux qui sont là. Donc pour essayer de créer de l'emploi. Parce que tout ce que nous voulons, c'est de l'emploi, c'est de l'école, c'est de la formation. La Russie voulait le faire, mais le problème, c'est que le terrain était déjà occupé par la France et ces pays-là... En ce qui concerne la Guinée, moi je ne m'attends pas à grand chose, puisque notre président, Mamadou Doumbouya, le très cher, le Doumoussou, ne sera pas le libérateur. Allez, ainsi pour faire notre décryptage d'aujourd'hui, on a parlé d'actualité, on a parlé du Mali. Chers téléspectateurs de Mandé TV, ainsi prend fin notre entretien brut. Vous l'avez très bien compris, vous l'avez très bien vu avec des collègues qui ont évidemment beaucoup à revendre en termes d'énergie. Alors, nos invités est M. Moussa Oulé Traoré, journaliste et correspondant de Média Guinée, basé ici au Mali. Monsieur Traoré, merci. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci. Deuxième invité, Monsieur Idrissa Keita, journaliste, consultant, spécialiste de l'actualité malienne, de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup d'avoir été sur le plateau de Mandé TV. Merci à vous et à nous revoir. À nous revoir, c'est sûr. Merci. Téléspectateurs de Mandé TV, on se dit à la prochaine pour un autre entretien brut. Restez toujours sur les ondes de Mandé TV. Allez-y sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali. Et aussi, on remercie la partie technique pour avoir assuré la technicité de cette émission. Bye, à la prochaine.